Merci. Et ce qui est enfin, peut-être pour nous la chose la plus importante, c'est que les, la surpêche, c'est pour l'exportation et les pesticides, les épandages de pesticides, c'est pour la production du soja que nous importons. Et donc nous importons le soja et nous externalisons les dommages environnementaux et les dommages sanitaires pour les populations. Donc à la fois comment on a déjà nous à travailler sur ce qu'on peut faire pour la sécurité alimentaire chez nous, la qualité, etc. Mais sûrement que la solution, c'est pas d'externaliser tous les dommages environnementaux. Alors on est dans une zone d'élevage, nous aussi, donc on est très préoccupé, ou en tout cas par la situation de l'Argentine. C'est chaque année en Europe 32 millions de tonnes de soja qui arrivent. Et ce ne sont que des sojas argentins, brésiliens, qui sont poussés dans des conditions où, quand on voit les épandages, ça va sur les écoles, surtout, hein, avec le vent. Et c'est très. Et on n'a pas le sentiment, en tout cas en France, de se sentir vraiment concerné par la question. Alors ça rapporte beaucoup d'argent à l'Argentine. L'État argentin vit avec ça, parce que l'État argentin ajoute 35% de taxes à l'exportation du soja, donc il gagne 35% en plus sur le. Et donc économiquement, c'est très favorable. Et, et pour nous aussi, parce que ça coûte moins cher, même avec toutes ces taxes, les tarifs argentins, ça coûte moins cher que si on produisait nous-mêmes. Mais la question, par exemple, de savoir si on devrait demander à chaque éleveur de produire au moins 50% sur son exploitation de l'alimentation pour son élevage, c'est une vraie question. Mais si on prenait cette décision-là, ce serait une catastrophe économique en Argentine. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, parce que c'est compliqué, on a besoin d'avoir des éclairages. Et je voudrais demander à Philippe Davy, qui vient pas de loin, qui vient de la région d'à côté, et qui connaît bien les problèmes de l'eau. Je voudrais que, Philippe, si tu pouvais réagir à un certain nombre des points que. Puis je demanderais bien aussi à Bertrand Faure de dire un mot sur la question des pouvoirs quoi, dans les collectivités. Mais peut-être d'abord, Philippe. Oui, merci François. Oui, effectivement, je suis pas du tout un spécialiste de la politique, de l'économie, etc. Je suis vraiment un spécialiste du milieu naturel, de l'eau, et du coup, je trouve extrêmement intéressant d'avoir ces différentes visions. Ça apporte quelque chose, et c'est toute l'idée justement de regarder comment on peut avoir des visions à la fois des ressources elles-mêmes. Et encore, moi, c'est pas la ressource alimentaire du tout. L'eau fait partie des ressources alimentaires, mais ma spécialité n'est pas là. Mais avoir cette vision qui est croisée entre ceux qui regardent la ressource et ceux qui regardent la manière dont on les utilise et de la manière dont on peut mieux les utiliser. Donc ma vision là, et en plus j'ai une vision de chercheur, donc j'ai pas une vision d'acteur. Et ça, c'est un peu différent. On avait d'ailleurs travaillé juste en aparté avec la région Bretagne pour définir une structure intermédiaire entre les chercheurs et les institutions, parce que je trouve que ça fonctionne pas bien. On demande de l'expertise, mais on ne sait pas comment la demander, etc. Et même entre chercheurs, enfin, on voit bien, François est juriste, moi je suis chercheur des géosciences, et même cette relation-là, elle fonctionne pas bien, et entre les institutions, elle fonctionne pas, et les chercheurs, ça fonctionne pas bien non plus. Et là, il y a une expérimentation qui s'appelle le CRESEB, le Centre de ressources sur l'eau. Enfin, si ça vous intéresse, vous regardez. Je trouve que c'est une façon de voir les choses qui est intéressant. Alors, sur l'ensemble des interventions de ce matin, il y a, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. La première chose qui me frappe, toujours avec ma spécialité d'hydrologue et puis des géosciences, c'est que le fait de la définition de l'environnement ou du problème environnemental est plutôt floue en fait. On a pas mal de mots qui ressortent, qui sont des mots relativement à la mode, l'agroécologie, etc. On a la biodiversité, il faut lutter contre, mais finalement, il il faut lutter contre la diminution de la biodiversité.
Mais il y a plein de domaines qu'on n'a pas cités. Alors, l'eau souterraine, on en parlera, j'en parlerai demain, mais ça n'apparaît pas du tout. Les sols, enfin, Fabienne Trollard qui est là est une spécialiste, ça n'apparaît pas forcément. Or, voilà, l'environnement, quand on regarde avec un œil de spécialiste, c'est beaucoup de problèmes et en plus beaucoup d'évolutions ou d'impacts qui ont sans doute des durées, des impacts très très longs et qu'on ne mesure pas à l'aune des outils qu'on a. Et qui, voilà, j'ai été frappé d'ailleurs sur l'état de l'art de la Roumanie, de constater qu'il y avait un déficit en eau en Roumanie, ce qui me semble totalement improbable, mais je ne sais pas d'où ça vient, et que c'est en voie de désertification. Comme hydrologue, je trouve ça incroyable. Il y a à la fois sur l'évaluation des ressources et sur la définition de l'environnement et des problèmes environnementaux, je trouve que là, c'est vrai il y a pas mal de choses voilà, à évoluer. Le constat aussi en tant qu'extérieur, c'est qu'on voit que... Alors, j'ai travaillé un peu sur la théorie des systèmes complexes, mais alors là, on est en plein dedans, hein, parce qu'on a des... En fait, la complexité vient du fait qu'il y a des intérêts, des approches, des connaissances qui sont diverses. Et si la question environnementale est l'une, la question de l'alimentation est l'autre, la question de l'économie, je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui disait, mais il faut aussi que les agriculteurs vivent. Moi, ça me semble une question aussi centrale. Je veux dire, c'est la question de la sociologie qui est là. Les questions, j'en rajoute, de la santé, de la politique qui rentre dedans. Les questions, on ne sait pas si elles sont d'échelle locale, d'échelle globale. La réflexion qu'on avait tout à l'heure sur l'Argentine et la manière dont nous-mêmes, en consommateurs, on impacte l'environnement argentin, c'est une vraie question. Il y a tout un travail qui a été fait par Guylain de Marcilly sur l'eau et sur les transferts d'eau et les bilans hydriques qu'on peut faire. Il faut savoir que dans les bilans hydriques qu'on a, l'eau, en général, quand vous prenez votre douche, elle repart directement chez vous. Mais l'agriculture consomme vraiment de l'eau, c'est-à-dire qu'elle enlève les molécules et cette consommation, après, peut être transportée à l'extérieur. Donc les flux d'eau, c'est ce qu'il appelle l'eau verte versus l'eau bleue. Les flux d'eau, ils sont pour une grande partie économiques. Bon, il y a beaucoup d'évaporation et tout. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais faire sur la question environnementale je ne suis pas sûr que... Enfin, pour l'instant, on est sur le domaine du flou, le changement climatique et peut-être aussi sur la réaction à un certain nombre de choses qu'on a. On parle de changement climatique, je ne suis pas sûr que la question locale soit en domaine continental, soit la problématique du changement climatique et des problématiques plus fortes sur le sol, sur l'eau et des choses comme ça. Ceci dit, ça a permis de faire bouger les choses et donc c'est pas plus mal. Et donc ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est donc toute cette place de la politique. Donc on a un système complexe. La politique, ce sont des lois, la politique, ce sont des aides, la politique, on voit bien aujourd'hui, c'est aussi des modes de gouvernance qu'on met en place. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un système complexe qu'on veut améliorer, et donc on fait le pari en mettant en place quelque chose que ça va améliorer les choses sans savoir si ça va vraiment le faire. Et c'est ça que je trouve, enfin, en tant que théoricien de ces problèmes de systèmes complexes, je trouve extrêmement intéressant, par le biais de certaines expérimentations, de voir comment les systèmes voilà, évoluent. Donc voilà un peu ce que j'ai retiré un peu voilà, des présentations. Merci. Quelques mots, puis après, chacun pourra... Du spécialiste de droit des collectivités territoriales. Oui, alors mon propos sera peut-être plutôt institutionnel qu'environnemental. J'aimerais, si c'est possible, partir de deux exemples qui permettent une certaine généralisation sur notre fonctionnement local. Le premier exemple, c'est un syndicat mixte du golfe d'Aigues-Mortes. Syndicat mixte qui a pour objet, qui s'est donné pour mission de reconstruire artificiellement des massifs de corail dans la mer pour permettre le repeuplement de poissons et pour permettre après de créer des zones refuges pour la pêche des agriculteurs et pour un complément d'activité au profit des agriculteurs. Un syndicat mixte, c'est une structure de droit public
qui permet la coopération entre collectivités territoriales, entre regroupements de communes et même éventuellement aussi entre chambres d'agriculture ou chambres de commerce et d'industrie. La deuxième illustration, elle est plutôt du côté de la Bretagne, de Morlaix, avec la communauté d'agglomération de Morlaix, qui a pris la décision, en accord avec d'autres partenaires, de réhabiliter une plateforme rail-route à proximité de la ligne de chemin de fer entre Brest et Paris, et ceci pour permettre beaucoup plus facilement l'écoulement de la production agricole locale, en quelque sorte l'exportation de la production agricole locale. Ce n'est pas une initiative isolée de la communauté d'agglomération, il faut des partenariats, il faut des accords avec l'État, des accords avec la SNCF. Alors, ces exemples me semblent assez parlants sur la gouvernance locale. En fait, on ne peut pas avoir une vision analytique, une vision distincte des collectivités territoriales, séparées les unes des autres. On ne peut pas faire non plus une séparation analytique des compétences. En fait, tout le monde collabore au bien commun. Toute collectivité locale est soucieuse en fait du bien-être de sa population, dans un rapport de représentation entre élus et électeurs. Ce sont des collectivités de plein exercice et on ne peut donc plus aujourd'hui séparer les institutions ni séparer les compétences. D'ailleurs, il y a eu très récemment une interview de Marcel Gauchet, on peut le remercier d'avoir consenti à baisser son regard jusque sur les institutions locales, et il disait que cette image du millefeuille territorial qu'on reprend toujours, mais c'est une image un peu journalistique, simplificatrice, qui même jette un voile de fumée sur la réalité. La réalité, c'est plutôt la confusion entre les couches du millefeuille. C'est plutôt la compote à partir du millefeuille, la réalité. En fait, on a une co-administration généralisée au service des problèmes qui peuvent se poser. Il y a quand même peut-être aussi à partir de là une critique, un constat plus critique, ou en tout cas peut-être une hypothèse de travail plus modestement. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un désengagement de l'État? Est-ce que l'État est encore le grand organisateur du territoire? Il suffit de prendre un peu de recul. Il n'y a plus de politique de planification de la part de l'État. C'est une politique qui avait une certaine vigueur dans les années 50, avec un retour dans les années 1980. Il n'y a même plus tellement de politique d'aménagement du territoire de la part de l'État. On a l'impression qu'on est dans un substitut à un déclin territorial de l'État que l'on trouve en fait dans une solidarité territoriale, où en fait il faut convoquer l'ensemble des moyens qu'on peut mobiliser au plan local dans l'intérêt de la population. C'est une remarque qu'on fait en matière d'action sociale, c'est une remarque qu'on pourrait aussi utiliser sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, face à cette orientation des choses, il y a quand même deux bémols, deux limites pour les évoquer assez rapidement. Le premier bémol quand même, c'est qu'on est dans un système libéral d'économie de marché, que les collectivités locales vont trouver des limites à leurs libres initiatives qui certes sont réelles, mais des limites tout de même, notamment le juge peut sanctionner leurs décisions si elles méconnaissent la liberté du commerce et de l'industrie. Là aussi, on peut peut-être prendre un exemple, il est peut-être un peu historique, mais il est parlant. Il y a eu, au moment de la réforme de la décentralisation des années 1982, un moment d'élan enthousiaste, un peu incontrôlé de la part des élus locaux, qui à la fois se sentaient libérés de la tutelle de l'État qu'organisait cette réforme, et à la fois cette même réforme qui leur permettait de collaborer entre eux dans le cadre de sociétés d'économie locales, c'est-à-dire de structures de droit privé, pour prendre en charge leurs responsabilités. Et on a vu beaucoup de créations de sociétés d'économie locales à l'époque,
tout simplement pour se lancer dans des activités commerciales qui peuvent intéresser, dont certaines illustrations intéressent nos préoccupations, pour mettre de l'eau en bouteille et vendre de l'eau en bouteille, pour faire de la production de fleurs et de l'exportation de fleurs. Là, le juge administratif y a mis un bémol et a censuré ces initiatives. Un autre bémol aussi à ce principe de libre initiative de chaque collectivité locale, c'est peut-être l'avenir de la décentralisation française, tel qu'il semble se dessiner à travers les réformes actuelles, et notamment la réforme sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui est en cours de discussion devant le Parlement. Est-ce que l'avenir n'est pas vers la spécialisation des collectivités territoriales ? Et par voie de conséquence, vers la moindre initiative de ces collectivités et notamment donc au service des besoins de la population qui sont des besoins généraux. Évidemment, on est dans une période d'économie budgétaire, de chasse aux doublons, de limitation des compétences, de limitation des initiatives des collectivités locales, de limitation de leur collaboration. C'est un peu bébête de le dire, mais on est plutôt dans une phase de recentralisation. Et là, peut-être que le paysage français en collectivité territoriale, l'équipement en collectivité territoriale, est en train d'évoluer. On parle de la suppression de la compétence générale des départements et des régions. Et je pense que ces libres initiatives locales en matière alimentaire, on ne trouve pas de trace ici dans les compétences d'attribution des collectivités territoriales. Le plus souvent, c'est des initiatives qui viennent sur la base de leur libre initiative, dans un rapport entre les élus et les électeurs. Si on supprime la clause générale de compétences des départements et des régions, on risque là, franchement, d'amputer les initiatives locales, les collectivités locales n'étant plus finalement que orientées vers l'exercice de leur mission légale. Alors restera pour la région tout de même des titres de compétences qui sont assez larges, puisque la région restera en charge de son développement économique, de l'aménagement de son territoire, et restera un échelon de planification. La libre initiative se matérialisera plutôt, continuera plutôt de se matérialiser au plan communal. Voilà quelques observations d'ordre institutionnel. Je ne sais pas si on doit qualifier ça de positif ou de négatif, mais j'ai un doute, j'ai tout d'un coup un doute. Est-ce que qui veut intervenir? Ah, Fabrice. Fabrice Riem est un spécialiste des questions économiques et comme Alain Bernard, mais moins que Fabrice. Merci. Juste une observation en tant que justement que spécialiste, comme tu dis, de droit économique, mais un juriste de droit économique qui comprend plus trop le droit, en fin de compte. Hein. Et j'ai entendu beaucoup de choses là, ce matin, et notamment M. Blogowski qui disait il faut de la science. Hein, et ça m'a évoqué 2 ou 3 choses sur les rapports entre le droit, la politique et la science. Et en particulier, je crois que M. Blogowski disait que la science ne suffisait pas, qu'il fallait aussi des politiques. Mais que se passe-t-il quand ces politiques sont contraintes par la science et par quelle science ? C'est une question générale que se posent aussi tous les juristes hein, sur la liberté de la recherche hein, dans les universités. Et ces politiques, bien souvent, sont contraintes par la science. Et je pense, par exemple, à ce qui se passe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la multiplication de centres de recherche un peu partout dans le monde. Roosevelt a eu quelques initiatives en ce sens, et qui s'étaient donné tous pour objectif de moderniser l'agriculture, pour assurer la sécurité alimentaire. Et tout ça passerait, bien entendu, par la soustraction des pratiques, des politiques alimentaires au circuit court et par l'avènement du marché libre qui permettrait de nourrir la planète.
Et on trouve un certain nombre de déclarations de ce type qui montrent bien que la science, parfois ou souvent, cache, sinon une histoire politique, au moins un dessin politique tout à fait évident. Et par exemple, le CGIAR, qui est le Consultative Group of International Agricultural Research, a été créé en 1971 par la fondation Rockefeller et a proposé à la Banque mondiale, à la FAO, au Programme des Nations Unies pour le développement, de créer un secrétariat permanent pour fédérer les centres de recherche. Et le nœud de tous ces réseaux de scientifiques du monde agroalimentaire est extrêmement puissant, puisqu'il bénéficie d'un crédit de recherche de 673 millions de dollars. Et oui, ça fait rêver. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il se passe un petit peu la même chose que ce qu'on peut observer à propos des marchés financiers, puisque finalement la crise financière est aussi en grande partie, en tout cas une part de responsabilité dans la crise alimentaire. C'est que on a le sentiment d'un pluralisme des sources du droit financier. Le droit financier émerge de partout, les acteurs des marchés financiers élaborent des normes, les pouvoirs publics aussi, au niveau national, international, etc. Mais en réalité, tous parlent le même discours. Proposent les mêmes solutions. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la recherche scientifique dans le domaine agroalimentaire, c'est que tous poursuivent le même objectif, éradiquer la famine, nourrir la planète, mais à partir d'une solution unique qui est de développer le marché et à la place finalement des politiques. C'est particulièrement vrai pour les pays en développement, ça évite l'objectif serait de mettre en place des géants agroalimentaires dans chaque pays qui seraient eux-mêmes guidés par des experts, par des scientifiques qui dicteraient un certain nombre de solutions, évitant donc d'avoir à recourir à des solutions plus politiques. Et le problème, c'est que nous autres juristes, faisons un petit peu comme si effectivement tout ça pouvait être gouverné par le marché. On fait abstraction des politiques d'accaparement, d'éviction, de domination du marché par quelques groupes très puissants. Et alors pour terminer, François, tu disais tout à l'heure quelque chose, qu'il fallait peut-être réactiver la démocratie alimentaire et que les solutions pouvaient venir du bas, de la société civile, des ONG, etc. Et je ne sais pas si tout ça va être très pratique avec ou tout à fait réalisable, avec notamment les accords de libre-échange en cours de négociation ou d'ores et déjà négociés, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'unifier le marché par des normes communes. Alors c'est la semaine contre les pesticides, je crois, on est dans la semaine, on parle beaucoup de préserver la biodiversité, mais enfin en réalité, il y a un objectif prioritaire qui est de favoriser les échanges mondiaux. Et quand bien même, de part et d'autre de l'Atlantique, des voix venant en particulier de la société civile s'élèvent pour protester contre ces constrictions des politiques locales, eh bien je crois que la messe est dite par le nouveau président de la Commission européenne qui a affirmé il y a quelques jours qu'il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens. Alors je ne sais pas comment on va pouvoir se sortir de ça. Merci. Ce que tu dis, Fabrice, me suggère une question pour les représentants des collectivités. C'est que, après ce qu'a dit Bertrand Faure, donc les collectivités peuvent prendre des initiatives à peu près autant qu'elles veulent, enfin assez largement, dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la nutrition. Et en réalité, finalement, la seule limite de cette compétence générale, ce serait de ne pas toucher au marché, ne pas avoir d'incidence sur le marché. C'est-à-dire tout est possible à condition qu'on ne touche pas au cœur. Donc on tourne autour. C'est une question qu'on a posée à Gilles Pérolle, il y reviendra sans doute cet après-midi, mais je vous demanderais bien si vous, parce que nous on est plutôt dans un système de démocratie représentative, les amis Edgar et Gonzalo nous ont plutôt évoqué un système de démocratie participative, c'est en tout cas comme ça qu'on l'a entendu. Nous on est plutôt dans un fonctionnement de démocratie représentative. Est-ce que finalement, pour les représentants que vous êtes, le frein, la limite à votre activité, c'est le marché? C'est une question difficile parce qu'effectivement, on peut avoir une politique publique d'organisation de la production, d'accompagnement des techniques, de vulgarisation, mais que
le produit va se retrouver sur un marché avec un prix identique pour tous. Et ce qu'on peut remarquer depuis une vingtaine d'années, c'est que les politiques qui accompagnent, le produit, l'organisation de la production, il n'est pas du niveau de la région, il est du niveau de l'État par des politiques de contrôle des structures, hein, ce qu'on a appelé dans les années 60, c'était cela, qui se sont libéralisées. C'est-à-dire que maintenant, on peut produire beaucoup un produit, qu'effectivement, lorsque j'évoquais ce matin la question de la différenciation du produit, on peut différencier un produit de qualité, mais en même temps, ce produit peut se retrouver produit à grande échelle par une grande industrie. Et ce que vous pouvez remarquer maintenant, c'est que des multinationales font du greenwashing, c'est ça qu'on appelle maintenant, peuvent avoir, avec des techniques très puissantes, de faire du produit tout propre, tout vert, qui peuvent rivaliser d'une façon très forte à une politique d'aménagement du territoire et de production alimentaire des territoires. Alors effectivement, sur les questions de politique publique, de proximité, on n'a pas les outils nécessaires pour effectivement organiser les territoires comme on le souhaiterait, qu'effectivement, à travers les exemples qui nous ont été donnés quelque part au Costa Rica sur l'émergence d'une régulation territoriale, qui me semble extrêmement intéressante, c'est des outils complémentaires. Et je crois qu'il faut qu'on revienne sur notre territoire en France à des continuités entre production agricole, territoriale, en prenant en compte cette notion santé, nutrition et environnement, avec des outils qui structurent autrement. La question de l'emploi territorial, on ne la gérera pas. La question de tout simplement la dimension des exploitations agricoles, on ne le fera pas non plus. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi avancer comme argument, que si on veut aller vers sur une cohérence un peu territoriale, on ne le fera pas sans des outils. Et on voit bien que le débat professionnel agricole sur ce sujet est ultra sensible et plutôt rejeté. Merci, Monsieur Lemasson. Est-ce que on peut mettre une politique agricole au service, par exemple, de la restauration collective, avec un souci d'ajustement entre les ressources du territoire et les besoins alimentaires de la population du territoire? Et dès que je dis ça, déjà, je sors de la loi du marché. Donc, est-ce que beaucoup de collectivités ont envie de promouvoir les circuits courts au plan politique, pas simplement comme on le fait avec des AMAP ou à titre personnel, mais le faire au plan politique. Mais rien qu'à le formuler, on le formule d'une manière qui contredit le marché. Et donc, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on ose ou est-ce qu'on n'ose pas? Alors, on ose, mais effectivement, enfin, quand on voit l'agglomération nantaise et ses 600 000 habitants, il est clair que nous ne pourrons pas approvisionner l'ensemble des ménages et des familles au travers le territoire de l'agglomération. Donc déjà, on sort de l'épure de la politique métropolitaine. Et en cela, la région a un devoir d'organisation de l'ensemble de la filière. Mais la région aussi avec la Bretagne, avec les autres régions qui sont au périmètre. On l'a évoqué tout à l'heure. L'exemple était frappant tout à l'heure entre la production laitière de la partie des Vilaines et puis la production vin de l'Aude. Enfin, on voit bien qu'on nous devons tous partager et aussi les produits alimentaires qui sont fabriqués par nos exploitants. Alors, est-ce qu'on peut oser par rapport à la restauration collective et notamment à la problématique du marché? J'ai participé il n'y a pas très longtemps à une réunion de travail sur comment l'exploitant agricole au sens large peut rentrer dans le schéma du marché public, puisque les collectivités sont tenues par des règles du Code des marchés publics pour l'attribution des marchés, y compris en fourniture, en approvisionnement de la restauration collective. Et là, au-delà de la problématique administrative un peu lourde, même s'il y a un peu de simplification pour les artisans et PME, le monde agricole est confronté à une vraie difficulté aussi de réponse en masse, en volume, au regard des besoins de la restauration collective. De dire aujourd'hui, on veut introduire un certain nombre de produits issus de l'agriculture raisonnée ou biologique, et seulement ça au sein de la restauration collective nantaise, par exemple, je pense que ça sera peut-être abordé tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la filière suffisante pour développer et répondre à l'ensemble des besoins. Et la filière a du mal à s'organiser. Donc c'est à nous d'être facilitateur par rapport à ça.
autant on peut mettre en place les conditions d'accueil des exploitations agricoles et du maintien des exploitations agricoles, autant effectivement on ne peut pas réguler le marché. Je crois que c'est pas notre fonction. Merci. On peut même peut-être rebondir sur ce que vous dites pour annoncer qu'il est l'heure d'aller déjeuner et annoncer aussi que vous avez en quelque sorte anticipé sur ce qui va avoir lieu cet après-midi. Donc peut-être ça me paraît, j'interroge en fait, en réalité c'est moi qui suis là, mais c'est Thomas Bréget qui est le grand ordonnateur de tout ça. Et donc je le regarde pour prendre mes ordres et je pense donc qu'il est l'heure d'aller déjeuner. Donc merci à tout le monde, bravo, merci à tout le monde. Et on reprend à 14h30.